Chers collègues, chers confrères, chers amis, je partage vraiment profondément l'émotion qui est celle de la perte d'une personnalité scientifique immense, d'un médecin qui a tout au long de sa vie partagé son savoir et partager aussi la douleur de celui qui vient chercher de l'aide. Et cette médecine humaniste, cette manière de combiner tout au long de sa vie, de sa carrière, ces regards qui sont celui d'une personne qui écoute l'autre, mais d'une personne aussi qui veut faire avancer la science. La science étant au cœur de nos pratiques. Et je vous remercie beaucoup aussi de m'avoir laissé cette place en début de journée, de cette journée magnifique qui va concrétiser en quoi les liens entre ceux qui connaissent et qui apprennent à connaître la souffrance et comment la soulager, et puis ceux qui vont faire que des éclairages nouveaux vont permettre de mieux connaître et de mieux comprendre. C'est en tant que directrice du GIS Autisme et troubles du neurodéveloppement que je m'adresse à vous, et je suis heureuse de vous faire part de l'existence de ce réseau qui est une action qui a été mise en place dans le cadre de la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement en 2018. Cette structure fédérative est en fait une occasion de mettre en lien des chercheurs et des cliniciens ainsi que des familles et des personnes concernées pour faire avancer la recherche et la connaissance dans le domaine du neurodéveloppement et de ses troubles, en particulier, bien entendu, chez l'enfant, le petit, mais aussi tout au long de la vie. Et ce réseau, qui est un réseau national, avec, vous allez le voir, des connexions internationales, est piloté par 4 instituts dans le cadre de l'Alliance Avissan, l'INSERM, le CNRS, le CEA et l'INRAE. Donc, quels sont les objectifs de ce réseau? Ce réseau a pour but, en même temps, de bien comprendre à quel point les interfaces, les interactions entre les gènes et l'environnement sont, on va dire, mis en évidence dans les troubles du neurodéveloppement, et ceci tout au long de la vie. Le deuxième objectif est celui de valider des marqueurs cliniques et des marqueurs biologiques qui vont permettre de raffiner le diagnostic, et cela dans notre spécialité, que ce soit la psychiatrie adulte ou la psychiatrie de l'enfant, bien au-delà de ce qu'on appellera les catégories nosographiques. Et puis enfin, bien entendu, toujours cette préoccupation de valider l'efficacité de différentes approches de soins, d'intervention et de thérapeutiques pharmacologiques ou non pharmacologiques. Alors bien sûr, ce réseau rassemble des cliniciens, des pédiatres, des neurologues, des psychiatres, des pédopsychiatres, et bien entendu des épidémiologistes, toutes les spécialités médicales qui vont pouvoir nous aider à comprendre, avec un objectif, on va dire, qui est celui vraiment de l'examen, vous allez le voir, de périodes critiques dans la vie, en sachant que comprendre et agir tôt, c'est prévenir, bien entendu, le surhandicap.
Alors aujourd'hui, ce réseau multidisciplinaire est vraiment constitué d'une participation transdisciplinaire de 103 équipes sur l'ensemble du territoire. Et il y a eu une montée. Vous voyez, on a fait un appel à manifestation d'intérêt. Des équipes qui jusque-là n'étaient pas directement impliquées dans la recherche sur les troubles du neurodéveloppement, se sont associées, ont répondu à l'appel et ont participé déjà à la constitution de sous-réseaux pour mener des recherches, entamer des recherches, poursuivre des recherches au niveau national et international sur les thématiques. Alors, les thématiques, elles se sont élargies parce qu'au début, beaucoup de ces équipes qui étaient déjà rompues à la pluridisciplinarité s'occupaient de l'autisme. Mais progressivement, on avait la commande de la part du gouvernement d'élargir vraiment le spectre des pathologies qui étaient impliquées dans ces troubles du neurodéveloppement, de sorte qu'on couvre beaucoup plus largement maintenant. Et puis aussi, ce qui a été très intéressant, c'est que les disciplines des sciences humaines et sociales, les disciplines des développements technologiques et des sciences de l'information sont maintenant beaucoup plus présentes. Et cet accès, on va dire, à des sciences complémentaires pour des regards croisés est très importante. Alors les thématiques, vous voyez, comment nous y prenons-nous? Et vous voyez, dans un premier temps, on avait des thématiques, des axes thématiques qui étaient centrés sur des fenêtres temporelles du développement, la période périnatale, l'enfance et la préadolescence, puis ensuite la transition de l'adolescence à l'âge adulte et enfin l'âge adulte. En réalité, on s'est rendu compte que au sein de ces équipes, dont vous voyez que elles sont de plus en plus réseautées, ça c'est l'analyse bibliométrique 2020 qui met en évidence que véritablement il y a des connexions et que ces connexions, elles s'illustrent aussi par le partage de méthodologies et des techniques d'approche. Et par conséquent, on a créé des axes transversaux sur les modèles précliniques et sur le neurodéveloppement, les apprentissages, les sciences cognitives du développement de l'enfant et dans le cadre de la scolarisation en particulier. Alors, voilà un petit peu l'image des clusters qui se sont constitués pour l'étude de ces pathologies. Alors, chacun des pavés là représente une thématique qui a été proposée par des groupes, vous voyez, qui vont de 2 ou 3 groupes, et puis certains représentent 21 ou même une trentaine de groupes sur le territoire français qui travaillent sur des sujets qui nous ont proposés et qui ont été aidés, soutenus financièrement et surtout avec un appui logistique pour que des réunions puissent s'organiser, puis pour que véritablement la mise en place de ces projets puisse se concrétiser sans qu'ils aient trop de difficultés, trop de travail supplémentaire. Donc, ces sous-groupes thématiques, vous voyez, sont maintenant en train de se relier encore. Vous voyez, il y a des pointillés, des lignes rouges qui témoignent que depuis que ces groupes ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt, ont été soutenus, eh bien, il y a déjà des connexions qui vont faire que ces groupes vont constituer vraiment des consortiums qui vont pouvoir répondre à des appels à projets pour avoir des financements, soit des financements nationaux via l'ANR. Cette année, il y a eu sur nos thématiques 22 dépôts à l'ANR
dans le comité scientifique d'évaluation neurosciences. Et puis, c'est sûr que au niveau de l'Europe. Alors, l'international, bien sûr, hein, c'est très important pour qu'on soit vraiment guidé, soutenu dans nos orientations thématiques, dans nos manières de travailler. On a souhaité et on a mis en place un comité scientifique international qui est constitué de 10 spécialistes, qui est piloté par Éric Courchaine, qui couvre les pays d'Europe largement et les spécialités qui sont impliquées dans les travaux de ce réseau du GIS. Et donc, sous la houlette de ce comité scientifique international, vraiment, là je parle, vous voyez, de ces unités de recherche, de ces groupes qui vont constituer ce consortium, dont vous faites partie, beaucoup d'entre vous font partie. Le regard du comité scientifique international a été très intéressant parce que ils ont saisi à quel point on avait une ressource et une originalité en France pour mener des travaux sur 3 thématiques particulières. Bien entendu, le lien entre ce qu'on appellera les mécanismes, l'étude des mécanismes et le développement de thérapeutiques ciblées et personnalisées, parce que on a des outils dans notre pays qui n'ont pas été développés de la même manière pour établir des liens entre génotype, phénotype, génotype, étude des mécanismes moléculaires et cellulaires, etc. Donc, ils nous ont dit que ça, c'était vraiment très porteur. Le deuxième axe sur lequel ils ont trouvé que notre pays était en avance, c'est qu'il y avait vraiment un lien entre les usagers, les personnes concernées et les familles et les chercheurs. Et donc, ils nous ont vraiment encouragés à développer des recherches participatives. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de manifestations qui vont concerner ces 2 premiers axes. Hein, c'est sûr. Donc, des réunions, donc des travaux qui vont être déposés pour des financements internationaux. Et puis, le 3e axe, c'est celui des sciences humaines et sociales et des sciences des apprentissages, des sciences de l'éducation. Et là aussi, le comité scientifique a trouvé qu'on avait vraiment une ressource et une grande originalité au niveau de notre pays pour déposer des projets qui soient retenus à l'international. Donc, cette dynamique, vous voyez, d'aide à la réponse aux appels à projets internationaux. Vous voyez le trio, donc Valérie Maillard est assistante, Paul Olivier est le pilote de projet, et puis notre trio, vous voyez, fait en sorte que on soit accessible. Si vous ne faites pas encore partie du réseau, rejoignez-nous. Vous avez l'adresse et nous serons très heureux vraiment de vous accueillir et puis de vous mettre en lien avec des personnes que vous connaissez peut-être par la littérature, que vous connaissez en vrai, mais que vous ne connaissez peut-être pas encore et dont on sait qu'elles pourraient vous intéresser pour monter un projet qui vous convienne au mieux. Je vous remercie.